aujourd'hui, on est avec Guylaine, qui est une toute jeune femme et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi elle s'intéresse à la candidature d'Éric Zemmour, hein, qui nous intéresse toutes ici, parce que nous sommes les Zémouriennes d'Eure-et-Loir et que nous essayons d'expliquer à notre environnement, ce qui nous intéresse chez Éric Zemmour en tant que femme, mais en particulier en tant qu'eurélienne, puisqu'il y a en Eure-et-Loir une vie particulière, avec beaucoup de petites villes, avec de la ruralité, avec des grandes difficultés sociales chez beaucoup d'agriculteurs, chez beaucoup de personnes qui ont des revenus très faibles, des temps partiels, une difficulté à trouver du travail, mais aussi des retraités qui sont en grande difficulté. Donc, moi, j'ai adhéré à Reconquête par passion pour tout ce que fait Éric Zemmour depuis des années pour qu'on comprenne le chaos vers lequel va la France. J'ai adhéré à Reconquête parce que je suis, comme mon physique ne l'indique pas, un produit de l'immigration heureuse du côté de mon père. Il y a 6 nationalités dans 5 générations du côté de mon père et je suis une Française de souche, et j'ai horreur de ce terme, pure Française de souche d'Eure-et-Loir, de Paris et du Béarn du côté de ma mère. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse chez Éric Zemmour, c'est retrouver pour nos enfants et petits-enfants la qualité de vie qu'on a connue quand on était enfant. L'ascenseur social, la possibilité de dire tout ce qu'on pensait. Des Coluches aujourd'hui seraient absolument interdits d'antenne, ils ne pourraient pas s'exprimer. Eh bien, je veux qu'on ait la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de dire qu'on veut protéger notre jeunesse. Et je vais laisser Guylaine nous dire ce qu'elle attend de la candidature d'Éric Zemmour. Moi je connais moins Éric Zemmour. En fait, j'ai vraiment commencé à enfin, si je le connaissais en tant que journaliste avec ce qu'on disait de lui, mais j'avoue ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, c'était un personnage, enfin une personne qui était dans la vie journalistique, voilà. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, du coup là cet automne quand il a commencé à évoquer une possible candidature. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait le meeting à Villepinte, comme mes parents habitent pas très loin, donc j'y suis allée par curiosité en fait. Et ce que j'ai entendu, ça m'a totalement, ça m'a bluffé quoi. Enfin, c'était vraiment, tout ce qu'il a dit lors de ce meeting. Enfin, c'était vraiment ce que j'attendais. Enfin, j'osais même plus y croire. Enfin, c'était vraiment, par exemple sur les questions d'immigration, c'était vraiment, enfin, quelqu'un qui pense, oui, comme moi, qui fait les constats que beaucoup de personnes font et il proposé des solutions pour que ça s'arrange. Et du coup, c'est là que j'ai adhéré à Reconquête, en fait, parce que je me dis, il va m'intéresser de plus en plus et il fait le constat de tout ce qui ne va pas en France. Il ose le dire très clairement sans tourner autour du pot et il propose des solutions qui sont du bon sens pour la plupart du temps, quoi. Enfin, c'est vraiment une personne. Et je comprends que toi, tu connais la vie dans les cités, que tu es en mesure justement d'en parler. Et c'est de ce point de vue-là aussi que tu portes un témoignage extrêmement fort pour dire « Je vois la situation se dégrader, je vois l'insécurité progresser, je vois qu'il y a 2 France qui cohabitent et qui en fait ne se parlent pas et s'ignorent. Il y a d'un côté une France qui n'a jamais eu l'intention de travailler, qui est venue uniquement pour toucher des subventions sociales, pour faire du trafic de drogue dans les cités, pour mettre en insécurité ceux qui ne sont pas dans leur magouille et les chasser de là. Et de l'autre côté, une France besogneuse qui se bat tous les jours pour terminer les fins de mois, pour essayer de remplir les caddies. Tu as vu cohabiter ces choses-là et c'est ça qui te révolte. Parce que du coup, en fait, moi je suis venue habiter en Eure-et-Loir et du coup, c'était vraiment une autre vie par rapport à celle que j'ai connue quand j'étais dans le 93 et que je connais toujours parce que mes parents y habitent toujours. Et du coup, en fait, comme je me rends régulièrement chez mes parents, en fait, je vois vraiment la différence entre les deux, quoi. Et par exemple, là où mes parents habitent, la situation se détériore de plus en plus. Le trafic de drogue prend de plus en plus de place. Je sais que ça les gêne beaucoup dans leur quotidien. Et voilà quoi. Et on se rend compte qu'également en Eure-et-Loir, on commence à découvrir une dégradation. Tu le sens toi-même. Sur quelques années, tu évoquais le fait que tu vois que des endroits que tu pensais complètement sûrs il y a quelques années commencent à être des endroits où tu te promènerais beaucoup moins volontiers tard le soir, où tu sens qu'il y a des gens bizarres, qu'il y a des trafics de drogue, qu'il y a des tas de choses qui sont perturbantes. On voit de plus en plus dans les faits divers, par exemple dans des villes comme Mainvilliers, Lucé, des affrontements entre bandes. Moi, si on m'avait dit qu'en Eure-et-Loir, j'allais voir ce genre de choses qu'on voit dans le 93, j'y aurais pas cru. Pour moi, c'était vraiment encore des endroits préservés. On a l'impression qu'il y a de moins en moins d'endroits préservés en France, que petit à petit, tout ce qu'on connaissait dans les zones de non-droit, dans les banlieues parisiennes, par exemple, on les retrouve
dans la France périphérique en fait. Enfin, Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Alors, il y a un sujet aussi qu'on voudrait évoquer, c'est que finalement, on se dit, il y a énormément d'argent public qui est mis dans le support aux banlieues, soi-disant pour intégrer des gens dont on constate tous les jours qui n'ont aucune envie de s'intégrer, qui ne veulent surtout pas s'intégrer, qui continuent à nous détester, à refuser toute ressemblance avec nos modes de vie. Et on a un exemple là, extrêmement récent en janvier. On a découvert qu'une cité de la banlieue de Brest, dans laquelle on avait mis 100 millions d'euros pour 2700 habitants, c'est-à-dire 37 000 euros d'investissement de fonds publics, 37 000 euros par habitant. Cette cité a été totalement dégradée, abîmée, incendiée, le tramway cassé, des bus renversés par la population qui avait bénéficié de ces 100 millions d'euros. Ce genre de fait divers maintenant devient quotidien. On a toutes les semaines des histoires de ce type et on se dit mais comment est-il possible qu'on mette autant d'argent public pour des gens qui de toute façon n'ont aucune intention d'en faire un bon usage, alors qu'il y a énormément de Français qui ont travaillé toute leur vie, qui vivent avec 600 euros par mois, des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des commerçants qui sont en très grande difficulté, des centres-villes en souffrance, une ruralité qui peine. Voilà. Et cette question-là, elle est vraiment posée par Éric Zemmour et je crois que toi, c'est une des questions qui t'intéresse et qui te stimule dans sa... Parce que pareil, du coup, moi je connais deux. Par exemple, là où mes parents habitent régulièrement, pareil, il y a des rénovations, de l'argent qui est mis pour améliorer le quotidien des personnes et 2 semaines, un mois après, tout est dégradé. Rien ne tient jamais vraiment longtemps. Les gens, ils dégradent. Et du coup, moi, en tant qu'aide à domicile, j'ai beaucoup travaillé dans l'Eure-et-Loir. Et pareil, j'ai eu l'occasion de voir ce que c'est la vie à la campagne, dans la ruralité. Et effectivement, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de commerce. Et c'est incompréhensible qu'on ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et pourtant, eux aussi, ils auraient des raisons de se plaindre. Et pourtant, ils restent dignes, silencieux et ils ne se plaignent pas malgré leurs conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles que ceux qui habitent dans les cités, en fait. Et c'est très intéressant ce témoignage parce qu'en fait, on se rend compte que Éric Zemmour va parler à la France silencieuse, voilà, de gens qui souffrent, qui sont extrêmement nombreux et qui n'ont droit à rien aujourd'hui parce que comme ils ne cassent pas, ils ne brûlent pas, ils ne sont pas syndiqués, etc., eh bien, personne ne les écoute. Et ça, c'est vraiment un des éléments de motivation extrêmement fort. À la fois chez nous qui sommes des femmes, qui sommes les gardiennes de la famille, les protectrices de nos enfants, de nos petits-enfants, nous qui avons tellement envie qu'ils connaissent le monde qu'on a aimé. Et puis c'est très important pour nous en tant que citoyens de dire il faut que l'argent public soit mis au bon endroit, il faut que tous les Français se sentent en sécurité, que quand on devient Français, comme le sont devenus les ancêtres de mon père, on épouse la France, on en épouse tous les codes, toutes les traditions, toutes les lois et qu'on accepte absolument tout ce qui sont nos devoirs pour pouvoir bénéficier des droits, s'intégrer et fonder sa famille et vivre de manière très heureuse dans le plus beau pays du monde, parce qu'on doit le dire, on a le plus beau pays du monde et c'est pour ça qu'on est très très motivé pour le préserver. On a un autre sujet de préoccupation qui est extrêmement fort et qui peut vous perturber à juste titre, c'est de voir comment on essaye d'imposer aux jeunes la woke culture, la cancel culture, l'autoflagellation permanente pour dire qu'on a toujours tout mal fait, que les Français sont des méchants, des nantis. Cette chose-là te perturbe énormément aussi en tant que jeune parce que tu n'adhères pas du tout à ce genre d'idée. Qu'on soit toujours en train de s'excuser en tant que Français, en tant que blanc, en tant que... Non, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout. On a notre histoire, notre culture, on n'a pas à s'excuser pour ce qu'on est, surtout comme vous disiez tout à l'heure, on a le plus beau pays du monde et si chacun aimait du sien, il peut très bien réussir sans s'auto-victimer. On a toutes les chances de pouvoir réussir dans ce pays, donc c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout en fait. Alors il y a aussi un autre sujet qui est extrêmement préoccupant, c'est la façon dont on essaye de conditionner les tout-petits dès la naissance sur le fait qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de genre, on n'est pas un garçon, on n'est pas une fille, on peut décider de changer de tout. Décider de changer de tout quand on a 3 ans, c'est forcément décider d'être dans le chaos, d'être dans l'incertitude, d'être dans l'instabilité. Cette destruction massive dès l'enfance, dès la petite enfance, se poursuit avec une éducation de très mauvaise qualité. Toi, tu as dû voir déjà à l'école, avoir le sentiment que l'école se dégradait et que les acquis étaient de plus en plus difficiles à acquérir, à la fois parce que beaucoup d'enfants dans les classes n'ont pas le niveau pour suivre, mais aussi parce que l'éducation n'a
l'éducation nationale n'a plus assez d'ambition pour enseigner des belles choses aux enfants. Tu l'as senti ça? Du coup, moi, je pense que c'était encore un peu tôt quand j'étais encore scolarisée, non, mais après, oui, j'ai travaillé en tant qu'aide à domicile, j'ai gardé des enfants, enfin, même maintenant, j'en garde encore, et c'est vrai qu'on commence à sentir que oui, toutes ces choses-là qu'il n'y avait pas avant, elles arrivent petit à petit, en fait, donc, et pareil, c'est quelque chose auquel j'adhère pas du tout, c'est pas à l'éducation nationale d'intoxiquer les enfants. Oui, voilà, c'est oui. pas le rôle. Quand on va à l'école, c'est confusion. pour apprendre à lire, à écrire, avoir une bonne culture générale. Mais ça, pour moi, c'est tout ça relève du domaine privé. En fait, c'est les parents, si éventuellement ils ont ce genre d'idée, c'est à eux d'éduquer leurs enfants sur ça, mais c'est pas à l'école qu'on doit avoir ce genre d'idée en fait, ce genre de... Donc en fait, on a fait une confusion entre l'instruction et le conditionnement mental des enfants, et ça c'est extrêmement dangereux. C'est très problématique. Du coup, moi j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que si j'en avais là maintenant, c'est quelque chose qui me plairait pas du tout. J'aimerais pas que mes enfants aillent à l'école pour apprendre, pour qu'on leur inculque ce genre d'idéologie. En fait, moi, si mes enfants vont à l'école, oui, c'est pour apprendre à lire, à écrire, avoir de bonnes bases ensuite pour s'en sortir dans leur vie d'adulte. Et ça, dans le programme d'Éric Zemmour, c'est extrêmement clair. C'est le seul candidat qui annonce bien clairement qu'il va mettre fin à ce genre de choses qui sont très déstructurantes, et on en est très très heureuse. Pourquoi rejoindre Zemmour? Une évidence, je suis en résonance avec ce qu'il écrit, maintenant ce qu'il propose. Il offre une vision politique, il met l'économie au service de sa vision, il a une idée de la France, il n'est pas un technicien des petites règles de cuisine économique. Pourquoi rejoindre Zemmour? En tant que mère, en tant que fille et en tant qu'épouse. Pour moi, c'est une évidence, je m'inscris dans la transmission de ce qu'on m'a appris, de ce que la France m'a donné, de ce que je veux pour mes enfants. Voter Zemmour est pour moi une évidence. J'éprouve le besoin de partager avec vous une expérience qui a beaucoup structuré ma conscience politique et m'a ouvert les yeux sur la réalité du vivre ensemble multiculturel, vanté par nos élites politiques et économiques ou par les gens qui, en pratique, ne l'expérimentent pas directement. J'éprouve le besoin de partager mon expérience d'adolescente dans les quartiers nord de Marseille, expérience qui m'a ouvert les yeux sur la réalité du vivre ensemble multiculturel, vanté par nos élites politiques et économiques, ou par des gens qui, en fait, ne l'expérimentent pas vraiment. Je vous rassure, je veux éviter toute mauvaise interprétation. Je suis mère de famille, je ne suis pas agressive, j'exerce une activité professionnelle, vis tout à fait correctement, et je peux encore échapper aux conséquences directes de l'immigration non gérée, et surtout, si je le voulais, je pourrais encore me mettre des œillères sur ce qui se passe sous nos yeux. Juste en quelques mots. J'étais une adolescente dans les quartiers nord de Marseille, laviste, dénommée laviste parce qu'une superbe vue sur la Grande Bleue, sur la ville, quartier populaire. Dans le début des années 70, on y apprenait à l'école Pagnol, Alphonse Daudet, la peste de 1720 et ses héros. Bref, à Marseille, même dans un quartier populaire, avant, on pouvait vivre. Avant les années 73, le rapprochement familial, l'arrivée dans nos immeubles d'une famille, puis de 2, puis de 3, puis de 4. On était avec nos défauts, nos qualités, notre culture, mais très vite on s'est retrouvés contre eux, bande contre bande. Ils ne se comportaient pas comme nous. J'ai appris la poésie, nique ta mère. Je ne connaissais pas l'arabe, j'en ai appris un mot. J'étais une jeune fille. On commence à comprendre qu'il faut faire attention, que les regards salaces sont légion. Bref, on s'isole. Et déjà, les valeurs de la République s'éloignent très loin de nous. Vient le lycée avec la chance d'avoir des parents qui comprennent que très vite, il faut partir. Quitter le lycée nord de Marseille dans les années 76, c'était un jeu de sauve qui peut. Vous voulez un enfant, un avenir pour vos enfants, quittez la ville. C'est ce qu'ont fait mes parents, je leur dois beaucoup. Je ne serai sans doute pas là aujourd'hui avec le même parcours de vie. Je rejoins Paris que je vois se dégrader d'année en année. Des plaisanteries qui crèvent toujours le cœur des Marseillais. Quelle est la première ville arabe parcourue par le Dakar? Marseille, bien évidemment. Ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en une vingtaine d'années, j'ai vu ma ville se dégrader. Ma ville est maintenant complètement livrée à un no man's land qui ne choque personne. Madame Samia Ghali appelle l'armée. Comment peut-on accepter d'avoir à appeler l'armée dans une ville de France? Ce n'est pas normal, ça n'aurait pas dû arriver. Pourquoi voter Zemmour? J'aime l'Eure-et-Loire, je m'y suis installée.
Les politiques de peuplement de Madame Pécresse, qui veut rattraper la politique de plusieurs années en y mettant des populations soi-disant défavorisées, vous ferez quoi quand elles seront là? Vous partirez? Vous n'aurez plus les grandes villes, vous n'aurez plus rien. Vous essaierez quand même de partir? Vos enfants seront victimes de la politique d'accompagnement de la diversité. Ça veut dire quoi? Qu'ils seront trop français, trop bien élevés et qu'ils n'auront pas les places. C'est clair, je le vois pratiquer déjà dans les grandes tours de la Défense. Voter Zemmour, c'est une évidence. Vous êtes en Eure-et-Loir, vous vivez dans votre maison, le territoire est beau, vous aimez vos paysages. Un matin, par hasard, c'est ce qui m'est arrivé à moi et à d'autres personnes, vous apprenez que des promoteurs éoliens battent la campagne, parlent aux propriétaires terriens, leur promettent monts et merveilles, en oubliant bien sûr de leur expliquer que les coûts de démontage de ces machines, que les avantages qu'ils auront en tirés seront bien maigres par rapport aux effets négatifs sur la faune, sur la flore, sur la santé, sur la valeur de vos investissements financiers, bref, sur votre cadre de vie. Quand nous avons appris ça, nous sommes mobilisés, forts d'être dans notre bon droit, convaincus d'être entendus. En fait, nous avons découvert qu'avec la loi Hulot de 2018, aucune marge de manœuvre n'était laissée aux citoyens, ni même à leur maire. Le préfet pouvait seul décider de l'opportunité d'installer ou pas une zone d'éolien industriel. 200 mètres les machines, la tour Eiffel les nouvelles machines, la tour Eiffel devant chez vous, pas tout à fait la tour Eiffel quand même. L'Eure-et-Loir est un des départements les plus attaqués par ces machines qui n'ont pas un bilan carbone positif. Il faut savoir que l'énergie est intermittente, qu'il faut accompagner ça d'énergie thermique, que ce sont une très bonne affaire pour quelques groupes financiers, plus que pour les habitants et que pour la planète. Je pense que s'il y a quelque chose que je retiens, malgré la bonne volonté de la préfète d'Eure-et-Loir, en ayant par contre, et il faut le savoir, identifié 2 zones prioritaires, les plateaux de Brézol, le sud du département qui sera destiné à avoir des éoliennes encore plus hautes que ce qui est installé aujourd'hui, à part quelques zones et hors ces 2 zones-là, non, il faut couper là, ces 2 zones-là seront livrées à la promotion éolienne. Les maires seront maintenant consultés, Madame la préfète est bien gentille, mais ils n'auront aucun droit de veto. S'ils appartiennent à des partis politiques qui ne sont pas opposés à l'éolien, vous aurez les éoliennes, vous n'aurez aucun recours. Je pense que la seule solution, en dehors d'exercer une veille citoyenne très forte pour essayer d'identifier les projets à leur début, c'est de faire voter ou de voter lors des élections présidentielles pour un candidat qui affirme très clairement son opposition à l'éolien. Sachez que M. Macron a réindiqué qu'on ne pouvait se passer de l'éolien terrestre, que Mme Pécresse a pour conjoint un directeur général de General Electric qui s'occupe de promouvoir l'éolien, donc le conflit d'intérêts est très proche. Réfléchissez, la submersion migratoire n'arrive pas qu'aux autres, la submersion par des projets industriels complètement dégradants n'arrive pas non plus qu'aux autres. J'ai pas hésité une seule seconde à adhérer chez Éric Zemmour, à Reconquête. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été emballée immédiatement par sa première vidéo qui annonçait sa candidature. Emballée, ou je dirais plutôt même très émue, ça m'a fait pleurer. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que les femmes qui pleurent, il y a aussi les hommes. J'ai entendu beaucoup d'hommes dire qu'ils avaient les larmes aux yeux d'avoir entendu Éric Zemmour. Et je me suis un petit peu posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui avait déclenché ça ? Alors, bon, c'est vrai qu'on le connaît parce qu'on l'a entendu à la télé, on l'a entendu à la radio pendant des années. C'était quelqu'un d'un peu familier. C'est quelqu'un d'ailleurs aussi qui écrit des livres et j'adore les livres et j'ai lu Le Suicide français, même si la politique ne me passionne pas. J'ai voté à gauche, j'ai voté à droite, j'ai voté blanc, et puis j'ai pu voter, et puis j'ai décidé de m'inscrire à son parti pour m'obliger pour l'aider, vraiment j'ai été fan. Et quand je me suis demandé pourquoi il m'avait émue comme ça, je pense que c'est son discours qui est très figuratif.
qui est très imagé. Il a fait passer dans ma tête beaucoup d'images qui me touchent. Évidemment, il y a les images du passé, mais ce n'est pas des cartes postales noir et blanc qu'on met dans des albums. C'est des images du passé vivant, un passé pas si lointain dans notre tête, où on vivait bien, on rigolait bien. Même souvent, on était même plus pauvre qu'aujourd'hui, on avait peut-être même moins d'argent qu'aujourd'hui, mais il y avait une ambiance, il y avait un climat. Et c'est ce climat qui me... Je suis persuadée qu'avec Éric Zemmour, on va retrouver un climat hyper positif, un climat où on ne va pas du tout être obligé de s'auto-censurer constamment, un climat où on va avoir envie d'aimer les vieilles pierres, les vieilles maisons. On va avoir envie de restaurer des choses qui partent en vrille. Nous-mêmes d'ailleurs. Moi, je sais que dès que j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour, j'ai senti chez moi du changement. Je ne veux plus me laisser aller, je ne veux plus du à quoi bon, du je laisse tomber parce que c'est pas ma place. Je trouve qu'il est hyper motivant, ce garçon. Donc ça, c'est une chose vraiment très forte que je ressens très fortement chez moi et aussi parmi les personnes que je rencontre qui soutiennent Éric Zemmour. On a les mêmes, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a les mêmes, mais c'est comme ça. Voilà. Et j'aimerais aussi un petit mot pour les gens qui pensent qu'Éric Zemmour est misogyne. Je trouve que c'est vraiment une insulte aux femmes de dire ça, parce que les femmes, elles sentent quand elles ont un type en face d'elles qui ne les aime pas. Elles sentent également quand un type en face d'elles les aime bien. mais je pense que si les femmes s'émeuvent comme les hommes devant Éric Zemmour, c'est qu'il n'est certainement pas un prédateur ou un homme désagréable envers elle, bien au contraire. Je suis zémourienne depuis longtemps. En fait, j'étais zémourienne bien avant de le connaître, parce que j'avais les mêmes idées, j'avais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, eh bien je le disais, je le pensais. Et lorsque j'étais encore jeune, j'ai 65 ans, lorsque j'étais âgée de 17 ans et demi, j'ai découvert une cité pour la première fois. Je suis allée dans une cité. Il y avait un panneau sur la terre, interdiction de marcher sur les pelouses. Il n'y avait plus de pelouse. Et je suis rentrée dans l'immeuble et les escaliers étaient complètement dégradés, les cages d'escalier étaient complètement dégradées. Et on m'a expliqué pourquoi c'était dégradé, quelle population habitait là. Je n'avais jamais vu ça. C'était il y a très longtemps. Je me suis posé beaucoup de questions à cette époque, mais j'ai été prise par la vie, j'ai travaillé, j'ai eu des enfants, etc. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai ouvert les yeux, là j'ai eu le temps de voir, de réfléchir, j'ai ouvert les yeux et j'ai constaté que la France que j'avais connue n'était plus du tout la même, n'était plus du tout là, qu'elle avait complètement disparu, que les Français n'étaient plus vraiment les Français que j'aimais. J'étais vraiment effrayée de voir la défiguration de mon pays. J'ai lu, j'ai écouté Éric Zemmour, puisque j'avais le temps. J'ai lu ses livres, j'ai lu d'autres livres aussi, notamment un livre qui m'a vraiment amené à ce que je pense aujourd'hui. C'est Alexandre Delval qui a écrit le complexe européen, petit traité de déculpabilisation. Et là, j'ai enfin osé penser, je me suis laissée aller à mes pensées, les vraies pensées, celles que j'avais, celles que je réprimais auparavant, parce qu'il m'a complètement libérée. Et là, donc, c'est après que j'ai commencé à lire Zemmour, j'ai lu d'autres auteurs également, j'ai lu Philippe de Villiers, qui m'ont tous confortée dans ce que je ressentais, mais que je n'osais pas m'avouer, en fait. Et quand j'ai lu Une élection ordinaire, où Zemmour devenait président, j'étais vraiment très amusée. Pour moi, c'était une utopie, vraiment, j'étais dans le rêve, là, en refermant le livre, à la fin, j'étais dans le rêve. Et puis, il est là, il est arrivé, il est là.
Et là, j'étais vraiment, j'en pleurais en fait d'apprendre qu'il se présentait, qu'il était candidat. C'était pour moi inespéré, impensable, incroyable. J'ai tout de suite adhéré. Quelqu'un qui enfin me représentait, quelqu'un qui pensait comme moi, qui disait ce que j'avais à dire et qu'on écoutait, enfin qu'on pouvait entendre. Voilà comment je suis arrivée à Reconquête.